On demandera de faire 1 minute de silence et de respecter à tous cette minute de silence une fois qu'on arrive devant les effondrements. On pardonne pas le 5 novembre, la rue Copain, on n'oublie pas, on pardonne pas. Et le 5 novembre, la rue Copain, et on n'oublie pas, on pardonne pas. Le 5 novembre, la rue Copain, nous sommes tous les enfants de Marseille, 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 nous sommes tous les enfants de Marseille. Justice et vérité. Et pour terre. Justice et vérité. Pour Simona. Justice et vérité. Et pour Julien. Justice et vérité. Et pour Chéri. Justice et vérité. Pour Ouloumet. Justice et vérité. Et pour Fabien. Justice et vérité. Et pour Grasset. Justice et vérité. Marie-Emmanuelle. Justice et vérité. 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 On va repartir. On n'oublie pas, on pardonne pas. Le 5 novembre, la rue Copain. On n'oublie pas, on pardonne pas. Le 5 novembre, la rue Copain. On n'oublie pas, on pardonne pas. Et les bailleurs, on vous oublie pas. Et hop, tout ça devant les juges. Ruas, Cachin et Marseille Habitat. Et hop, tout ça devant les juges. Le cabinet Lyotard, l'expert Qatar. Et hop, tout ça devant les juges. Et les bailleurs, on vous oublie pas. Et hop, tout ça devant les juges. Hier, on a tenu la première journée nationale contre l'habitat indigne, à l'appel de 55 organisations marseillaises qui se sont réunies ici pour organiser ce week-end de mobilisation pour la justice et le logement digne. Et qui sont venus pour parler de leur combat, qui montrent que partout en France, le problème de l'habitat indigne, il est là, mais aussi que les solidarités, elles se construisent. Je vais passer la parole à Sue-Hélène, qui fait partie du collectif des femmes d'Assovas à Lille. Il faut savoir que les gens du voyage ont un habitat indigne. Les endroits où ils veulent nous placer, ce sont des aires d'accueil polluées, surpeuplées et discriminées. Parce qu'il y a des problèmes de santé, mais vraiment. Il y a des personnes qui meurent dans ces aires d'accueil. Il n'y en a pas beaucoup de monde qui le savent. Et justement, je suis là aujourd'hui pour expliquer ce combat. Qu'on se relie à tout le monde en France. Malheureusement, ceux qui n'ont pas d'argent et qui sont placés dans le bas échelle, ben c'est ceux qui subissent constamment. C'est ceux qui meurent, c'est ceux qu'on oublie et c'est ceux qui n'ont pas le droit à la vérité. Et d'être là aujourd'hui, vraiment, être relié à ce combat, je suis très fière et je suis très émue et je dis vraiment merci à toutes les personnes qui ne se laissent pas faire et qui se relèvent malgré les morts qu'ils subissent. Les déceptions et on se fait rarement écouter, mais c'est grâce à nous-mêmes, les premiers concernés, qu'on se fera écouter. Et je suis vraiment très fière, je continue de le dire, et très émue d'être ici. Merci à tous. Je vais demander à Marie aussi de l'APU du Vieux-Lille de venir. Donc c'est l'atelier populaire d'urbanisme qui est basé donc sur la métropole lilloise. Donc tout ça, c'est des luttes un peu qui sont menées avec l'outil du droit et avec l'outil de l'organisation collective et de la solidarité entre habitantes et habitants. Donc nous, on est à la fois, ça nous donne une force énorme de voir ce que vous faites aujourd'hui, de la mobilisation qu'il y a. Et voilà, on est venu aussi en soutien pour réclamer avec vous justice et vérité pour toutes les personnes qui sont mortes dans les effondrements du 5 novembre.
mais aussi pour toutes les personnes qui doivent continuer à se battre pour avoir accès à un relogement, et de manière générale, toutes les personnes qui galèrent à être juste logées dignement à Marseille et partout. Donc force à vous et force à nous. Et je vais maintenant demander à Adrien de l'Alliance Citoyenne qui vient de Grenoble. On se bataille là-dessus et on se dit, en fait, ça c'est quand même un scandale de fou, ce scandale ordinaire que t'as des gens pour qui le toit c'est un revenu, c'est un placement, c'est une rente. Pour nous c'est juste une condition de vie. Ce putain de capitalisme immobilier, putain de propriétaires qui préfèrent toucher des rentes, toucher du fric plutôt que de protéger la vie des gens. Nous à Grenoble, du coup, contre ça, on s'est dit ce qu'il faut, c'est juste unir nos forces, faire un putain de syndicat de locataires. Donc c'est ce qu'on fait avec l'Alliance Citoyenne, qu'on ait la force que l'habitat ce soit pas une rente, ça soit juste une putain de condition de vie pour chacun et chacune. Et on va se battre pour ça ensemble, donc merci à vous. Et je vais maintenant demander à Kauter de l'association Marseille en colère, avec qui on se bat aussi depuis 6 ans, de prendre la parole. Je suis contente qu'on soit tous encore mobilisés, même si c'est difficile, mais je suis triste de ne plus voir malheureusement la majorité des délogés, parce que c'est extrêmement compliqué pour eux d'être là encore aujourd'hui, 6 ans après, à quelques jours du procès. Elles sont toutes extrêmement marquées et à la fois elles sont en attente de mesures qui ne sont pas symboliques et de condamnations qui ne sont pas symboliques, et elles espèrent toutes, comme les familles, que cet effondrement qui a levé le voile sur le drame de l'habitat indigne et en péril à Marseille et ailleurs, mais qui sévit à Marseille et ailleurs depuis plus de 50 ans, peu importe la gouvernance, peu importe le parti politique, qu'il y ait des mesures exemplaires qui soient prises à la suite de ce procès, parce que même si on s'est battu aux côtés du collectif du 5 novembre, Centre-Ville pour tous, l'Empire, les compagnons bâtisseurs, les conseils citoyens et bien d'autres acteurs, excusez-moi de ne pas citer tout le monde, et y compris des citoyens inconnus qui sont venus à chaque fois nous soutenir et par-delà soutenir les délogés, il y a encore des mesures importantes à prendre et on a besoin d'une vraie ambition et volonté politique. La semaine prochaine, le procès, ce n'est pas l'aboutissement de ce combat. C'est une étape de plus et nous devons rester mobilisés plus que jamais. Et les propriétaires, c'était pas la pluie, c'était la Godzilli. Et les experts complaisants, syndics défaillants. Et les propriétaires, non, c'était pas la pluie. Et les experts complaisants. Et pour Taher, justice et vérité. Pour Simona, justice et vérité. Et pour Julien, justice et vérité. Et pour Chéri, justice et vérité. Pour Ouloumé, justice et vérité. Et pour Fabien, justice et vérité. Et pour Nassé, justice et vérité. Marie-Emmanuel, justice et vérité. On n'oublie pas, on pardonne pas. Et le 5 novembre, la rue de Bagne, on n'oublie pas, on pardonne pas. Peut-être que certains et certaines d'entre vous étaient présents notamment en juin 2019 aux États généraux de Marseille. On était 2070 organisations à s'être réunies pour parler du droit à la ville de manière générale. J'aimerais donc appeler les camarades du collectif Anti-CRA qui ne souhaitent pas être filmés. Les CRA, pour la faire vite, c'est des prisons où on enferme les personnes qui n'ont pas les papiers français afin de les expulser. On se réunit aujourd'hui contre la précarité et toutes les personnes qui la créent et qui en profitent. Le mal logement, le harcèlement des personnes sans abri, les expulsions de squats et les marchands de sommeil exposent encore plus les personnes sans papier à la répression. On tient à vous dire que depuis le 26 octobre, au CRA de Marseille, des personnes sont en lutte. Ils dénoncent la publication d'une vidéo tournée à leur insu par le député d'extrême droite Géraud Verny. Sans leur consentement, il a filmé les détenus en caméra cachée, se faisant passer pour un avocat. La vidéo a ensuite été publiée sans anonymer les détenus, apprenant par leur famille l'existence de cette vidéo. Et tout ça avec la complicité de la police du CRA qui les accueille à bras ouverts. Dans cette vidéo, le député et les médias fascistes qui l'accompagnent essayent de nous démontrer que les conditions de détention sont bonnes. Un comble au regard de centaines de témoignages qui décrivent des conditions inhumaines, violences policières, accès aux soins inexistants ou presque, expulsions violentes. Les CRA humilient,
déshumanise, tue, à l'abri de nos regards et dans l'impunité la plus totale. Demandez maintenant à Islam Ikwati bin Kadi de prendre la parole. De la même manière, merci de ne pas filmer. Les droits pour lesquels nous luttons sont un hébergement digne et on nous refuse carrément d'aller à l'école. Ils disent que nous ne sommes pas des mineurs et ils nous ont jetés dans la rue. Nous courons beaucoup de risques. Pourtant, mettre un jeune dehors aujourd'hui, c'est fabriquer un brigand demain. Je vous remercie. On n'a pas choisi à être ici, c'est la situation de la vie qui nous a amenés ici. Lorsque nous étions chez nous au pays, qu'est-ce qu'on nous a dit? Que la France est un pays de droit, un pays de liberté. Mais quand nous sommes arrivés ici, on voit que c'est le contraire au fait. Merci et total soutien. Nicolas de la Ligue des droits de l'homme. On souhaite exprimer d'abord notre solidarité, bien évidemment, avec les familles des 8 victimes qui sont décédées le 5 novembre 2018. Mais aussi notre solidarité avec les victimes, toutes les victimes dont la vie a été bouleversée à jamais par les effondrements, les déplacements, l'errance d'hôtel en hôtel pendant des mois, plusieurs années, parfois des années. Ce drame aurait pu être évité et ce drame aurait dû être évité. Alors demain s'ouvre un procès et on espère il condamnera sévèrement tous ceux qui par intérêt ou par désintérêt ont concouru à la mort de 8 personnes et au déplacement de milliers d'autres personnes. Mais nous espérons aussi que ce sera le procès d'un système, le système du mal logement. Il y a un accusé qui sera malheureusement absent. Cet accusé, c'est l'État. Pourquoi l'État? Les politiques du mal logement sont faites par et pour les spéculateurs, pour les profiteurs et les accapareurs. Quelle est la réponse du pouvoir politique? C'est des réponses comme celle de la loi Kasbarian, flexibiliser le marché du locatif, déjudiciariser les expulsions, criminaliser les impayés. C'est un véhicule législatif de l'oppression de 40% de la population des plus pauvres qui se fait capter sa richesse par 20% des plus riches. Rendons ici hommage au collectif du 5 novembre qui, fait par les militants, les habitants de cette ville, ont réussi à obtenir des avancées significatives et ont réussi à faire reconnaître la responsabilité des pouvoirs publics dans tout ce qui s'est passé. Je demande à JC de l'Indécodal CGT de parler. C'est aussi une idéologie, c'est aussi une vision du monde, et c'est celle qui mène à la mort de pauvres gens qui voulaient juste avoir un toit. Alors ce combat, nous on le mène aussi, et on veut le mener, et on le mène en priorité chez les bailleurs sociaux, voir ce que dans les réclamations et la défense des droits de chacun et de chacune, il y a de collectifs pour faire pas seulement de la défense de droits, mais de la lutte. Et c'est dans ce sens-là qu'on est ici, pour les besoins, plutôt que pour le profit, et je crois que c'est pour ça qu'on est ensemble. Merci. Je vais passer la parole à Caroline pour la FSU. Aujourd'hui, des salariés des entreprises, des agents de la fonction publique dorment dans des logements insalubres, voire dans leur voiture, faute de moyens, faute de logements en nombre suffisant. En tant qu'organisation syndicale de la fonction publique, nous considérons qu'il s'agit là d'un enjeu majeur, car ce ne sont pas seulement les travailleurs que nous défendons qui sont concernés, c'est l'ensemble de la population. Les enfants, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance par exemple, et qui subissent le mal logement dans les familles d'accueil, les jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, de la même manière, et bien sûr, les étudiants à l'université et nos élèves dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Lors des effondrements de la rue d'Aubagne et à plusieurs autres occasions, les enfants se sont retrouvés dans des conditions très difficiles pour continuer leur scolarité, éloignés des écoles ou dans des conditions impossibles. Et pour la dernière prise de parole, je vais demander à Alice de l'Union syndicale solidaire 13. Pour se battre contre l'habitat indigne, pour la justice, pour la vérité et contre la gentrification. On est là pour montrer notre solidarité et lutter ensemble. Il faut que ce procès qui va s'ouvrir la semaine prochaine fasse date, que ce qui est arrivé le 5 novembre 2018 ne se reproduise plus, et c'est en continuant dans la lutte, ensemble, qu'un jour tout le monde pourra enfin avoir un logement digne. On va continuer jusqu'au palais de justice, il y aura les dernières prises de parole, et notamment celles des familles victimes. Et le 5 novembre, la rue d'Aubagne, on n'oublie pas, on pardonne pas. Et le 5 novembre, la rue d'Aubagne, on n'oublie pas, on pardonne pas. Vous êtes nombreux, Marseille, merci.
Elle est aussi forte qu'un buffle au muscle sec. Elle nous raconte sa vie et comment et pourquoi elle se retrouve là avec nous. Un nouveau logement leur a été proposé, mais trop loin de l'école de la petite. Nos délogements se répondent en miroir. Je lui explique que les agents de la ville se font rares. Ils ne sont venus qu'une seule fois depuis que je suis ici, et encore, c'était après le passage du ministre de Logement. Ce n'est pas la peine de regarder plus loin, n'est-ce pas? Merci Sharon pour ce texte. Ceci le texte que nous a fait passer le papa de Fabien et qui dit « À 87 ans, il y a eu tellement de morts autour de moi que j'arrive à accepter maintenant la mort de Fabien. L'indifférence des gens au quotidien est plus compliquée en revanche. Je me souviens de son emménagement, l'immeuble m'inquiétait déjà à l'époque, mais il aimait le quartier de Noailles et c'est là qu'il avait choisi de vivre avec ses amis, les musiciens, les rêveurs, ceux dont on se soucie peu. Fabien aimait la solidarité qui existait entre les habitants de l'immeuble. Sa voisine d'en face, Simona, laissait de temps en temps passer une rallonge électrique entre les deux portes d'appartement quand les fins de mois étaient difficiles et qu'il fallait faire marcher le réfrigérateur, la télé et une lampe chez Fabien. C'était ça, la solidarité du 65 rue d'Aubagne. Ensemble jusqu'au bout, quels que soient les moyens et quelles que soient les origines de chacun. Ensemble, comme cette ville et sa diversité de couleurs. Ensemble, comme aujourd'hui, parce que c'est comme ça qu'on est plus fort. Merci. Bonjour, moi je vais vous lire le texte de la famille de Simona. En ces jours d'approche de la commémoration de l'effondrement de la rue d'Aubagne et de la disparition de nos proches, amis, voisins ou connaissances, et du début imminent de la procédure judiciaire tant attendue, nous sommes sûrs que nous ne sommes pas les seuls à ressentir des sensations inhabituelles, des tremblements inexplicables, à être presque en apnée. Parfois, une atmosphère de silence total, d'immobilité nous entoure, comme si nous attendions que ces bâtiments s'effondrent à nouveau et que nous essayions de ne pas nous agiter à leur proximité pour ne pas compromettre leur stabilité. Nous savons que nous ressentirons encore cela devant le tribunal, sans rien pouvoir faire d'autre. Nous revivrons la longue histoire de ces bâtiments, jusqu'au moment de leur effondrement, les changements dans leur état, les rapports d'experts, les démarches bureaucratiques, les mesures prises ou non, les motivations de ceux qui tentent de se soustraire à leurs responsabilités. À la lecture des actes des juges d'instruction, ce qui nous paraît hallucinant, c'est le peu de cas qui est fait des personnes qui habitaient ces immeubles. Le 65 rue d'Aubagne a été traité exactement comme le 63 et le 67 qui étaient inhabités. Les pierres qui sont tombées ont eu peu de pitié de ces personnes, les ont recouvertes peut-être dans un geste de pitié. Les pierres ont eu pitié d'eux, prenant soin de ne pas ces personnes exposées à la vue de ceux qui ne les avaient pas vues et considérées jusqu'alors. Pour cela, l'important était de ne pas dépenser d'argent, de faire des économies. Même ceux dont le travail consistait à s'occuper de ces pierres et non des personnes ont détourné le regard, se cachant des alarmes reçues, les minimisant, en témoignant qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'avaient pas été informés. Aujourd'hui, on nous demande, aux proches des victimes et aux parties civiles, si nous avons engagé des frais de traitement psychologique. Nous étions dans ce bâtiment exactement un mois avant l'effondrement. Pourrions-nous l'oublier? Rencontrer des médecins pourrait-il suffire à effacer de nos esprits le souvenir de notre fille Simona, les visages des victimes sur une banderole, le va-et-vient des camions transportant ce qui restait de ces immeubles, les pompiers cherchant la vie sous ces pierres et trouvant les corps sans vie de nos proches, ou encore les histoires de ceux qui vivaient dans ces appartements, comprenant qu'il se passait quelque chose de bien différent des messages rassurants qu'ils recevaient. Pourrions-nous oublier tout cela en rencontrant un quelconque médecin? Tous ces souvenirs ne sont pas des histoires écrites pour créer un thriller. C'est ce qui s'est passé dans la réalité, qui nous est arrivé, qui ne peut pas nous être enlevé. On ne peut pas enlever un enfant, il ne s'agit pas d'un simple deuil. Alors que faire? Le traitement doit-il durer toute notre vie? Aujourd'hui encore, 6 ans après l'effondrement de la rue d'Aubagne,
on entend parler d'habitat indigne, de personnes vivant dans des conditions inhumaines, alors qu'ils habitent dans des maisons, d'autres histoires hallucinantes. Est-il possible qu'un jour, un propriétaire, avec son intérêt économique, renoncera à faire vivre d'autres personnes dans des conditions inhumaines ou dangereuses, comme cela s'est déjà produit? Malheureusement, à entendre ce que vous préparez à Marseille, il semble que presque rien n'ait changé. Mélina et Pierre-Alain pour Noailles Solidaires. C'est que s'il n'y a pas une pression de cette société civique qui s'organise, eh ben on va perdre. Et donc aujourd'hui, il y a déjà des victoires devant la justice, mais aussi des victoires face aux institutions, dans des espaces qu'on a imposés aux institutions, pour justement coproduire la ville, et notamment l'espace public à Noailles et les logements. Aujourd'hui, il y a un combat, c'est le logement social dans le quartier et dans le centre-ville de Marseille. C'est autour de ces sujets-là qu'on va devoir mettre la pression auprès de la métropole et auprès de la ville de Marseille. Et on a besoin de toutes les forces, de tous les citoyens mobilisés, parce qu'il y a aussi des luttes très concrètes et très urgentes à se mobiliser derrière Asia et les Minots de Noailles. Bonjour. Aujourd'hui, l'association Dune nous héberge à la rue de la Palue à Noailles depuis au moins 3 ans, depuis le confinement. Elle héberge des familles. C'est un lieu tiers populaire. Et aujourd'hui, l'association ferme les locaux par manque de moyens. Si aujourd'hui je veux prendre la parole, c'est parce qu'il y a des petites associations avec des personnes concernées qui habitent à Noailles, qui ont dû être délogées à un moment donné, mais qui ont encore un pied dans ce lieu-là, qui est un lieu de répit et qui permet justement à plein de familles et des enfants de venir tout le temps faire plein de choses. Je ne peux pas tout vous raconter. Et aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de se dire qu'il y a des petites associations qui vont venir à Noailles, ça fait partie de la gentrification, mais il y a aussi des anciennes associations qui doivent rester à Noailles. Parce que les Minots de Noailles et toutes les associations qui sont hébergées à l'Oasis de Noailles, on aimerait rester dans le lieu, on aimerait rester dans le quartier. Le problème, c'est qu'avec tout ça, toutes les petites associations qui existaient avant vont de plus en plus partir, parce qu'il n'y a pas de locaux non plus, comme il n'y a pas de logement. Donc on lutte aussi pour un droit au retour aussi des familles qui sont parties. Il y a plein de familles qui étaient dans des écoles du secteur, qui est l'école Chavanon, et ils sont partis, ils ne peuvent plus revenir dans leur logement parce qu'ils n'ont pas pu. Donc du coup, voilà. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Jamila du collectif d'Herbel. Bonjour. Moi aussi, je suis là pour soutenir la rue d'Aubagne. Par contre, nous, je viens d'un quartier du 11e qui s'appelle Herbel. On est sur un quartier QPV qu'on a réussi, nous, avec le collectif, à sauver à peu près 100 logements de la démolition, vu qu'il en manque énormément à Marseille. On cherche l'erreur. On n'a pas été concertés. Ils ont fait ça tout seuls. Et à la fin, quand on a vu le résultat, on s'est relevé en disant non, pas possible. On n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe. On veut faire partie, nous, les associations de locataires, nous sommes 2 sur Herbel. On a réussi quand même à rentrer dans ces comités de pilotage. On a porté notre voix, on a gagné. Aujourd'hui aussi, on avait ce combat sur la Légionnelle. On a perdu quand même plusieurs personnes, mais une personne vraiment déclarée. On a gagné ce combat. Moi, par rapport à tout ça, ça ne plaît pas. Vu que j'ai parlé avec M. Macron qui m'a posé des questions, que j'ai répondu dans l'honnêteté, en disant que c'était des assassins. Et aujourd'hui, je persiste à le dire, malgré que je dois passer en comparution le 29 novembre. Et c'est pas moi qui devrais être derrière les bancs des accusés, mais les bailleurs. C'est eux les assassins, parce qu'ils sont alertés depuis 2000 ans. C'est une honte. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jamila. Je vais passer la parole à Manu pour un centre pour tous. Ça fait maintenant 25 ans qu'on existe et qu'on essaye de regarder, d'objectiver avec à la fois des collaborations avec des universitaires, avec des anciens professionnels de l'urbanisme, ce qui se passe à Marseille en termes de logement. Et aujourd'hui, la question qu'on nous pose et qu'on va nous poser pendant tout le mois du procès, c'est quel est le bilan 6 ans après les effondrements? Le 13 décembre 2018, donc un mois après les effondrements de la rue d'Aubagne, il ne faut pas oublier qu'on nous avait fait des promesses. On nous avait dit en 10 ans, on va rénover 10 000 logements. On va mettre 850 millions d'euros sur le logement. Et aujourd'hui, on est 6 ans après, et les dernières opérations de communication des institutions montrent qu'en réalité, on n'avance pas. On n'avance pas, on a juste là 4 immeubles sur la rue Jean Roch qui vont démarrer une réhabilitation. 4 immeubles alors qu'on a 10 000 logements et qu'on a 100 000 personnes aujourd'hui qui vivent dans des taudis. Donc tout ce qui se passe aussi au niveau du logement social, puisqu'il faut se rappeler qu'en 2017-2018, il y a eu
vraiment une casse du logement social. On a divisé aujourd'hui par 2 la production de logements sociaux. Donc tout ça contribue aujourd'hui à ce que se poursuive le mal logement. Et Marseille, évidemment, est en première ligne avec une hausse et une flambée, une fièvre spéculative au niveau des prix du logement. On espère de réelles propositions et c'est ce qu'on attend nous aussi aujourd'hui de l'ensemble des politiques sur la question du logement. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Maïder pour la fondation dite Ex-Abbé Pierre. Ce qu'on demandait, c'est 13 milliards sur 10 ans pour rénover, réhabiliter la moitié des logements indignes. On estime qu'il y en a au moins 600 000 en France. Et donc, ce qu'on demande, c'est un budget de 13 milliards. Ça fait 1,3 milliard par an. Et c'est tout à fait, si on compare en tout cas à d'autres budgets, c'est une somme tout à fait raisonnable et qui permettrait d'améliorer la vie concrètement des personnes, mais surtout d'éviter des drames. On veut que ce soit un procès de l'habitat indigne au niveau national et surtout permettre d'envoyer un signal en disant aux élus, aux bailleurs, aux experts que leurs actions et leur inaction surtout ne restera pas impunie. Et surtout notre priorité, c'est que ça n'arrive plus. Alors bon courage à toutes et à tous. La mairie, elle est partie civile ou pas? En tout cas, il y a un élu de la mairie de Marseille qui est sur le banc des accusés. Et la mairie est partie civile. Voilà, merci à toutes et à tous. Nous allons passer la parole à Zora pour le collectif Mémoire en Marche. Je suis née dans les années 60, comme beaucoup de gens dans les quartiers nord, dans les bidonvilles, et que pour moi, il y avait dans ce qui s'est passé à la rue d'Aubagne une continuité coloniale, raciste, de la gestion du logement. Et en même temps, c'est, comme l'a dit un peu Assia, c'est la gentrification, c'est-à-dire que Noailles et Belzunce, c'est 2 quartiers qui sont dans le centre-ville. Pour nous, la rue d'Aubagne, c'est la disparition de ces habitants des quartiers populaires qui risquent de disparaître. Merci. Et avant de passer la parole aux familles des victimes, on va faire une prise de parole en binôme avec Anissa pour le collectif 5 novembre. 6 ans plus tard, on a tous tenu notre promesse et on est toujours là pour soutenir les familles des victimes. On pense toujours aux personnes décédées dans les effondrements. Donc déjà, merci à tous. À l'heure actuelle, il y a toujours des délogés dans les hôtels, il y a toujours des personnes qui attendent des appartements. Des appartements, il y en a, des logements, il y en a, des logements, il y en a. Ces dernières semaines, beaucoup de gens nous ont demandé qu'est-ce qui a changé depuis 6 ans sur ce front du logement digne. Je vais commencer par une réponse extrêmement simple. C'est nous, notre présence, le principal changement. 6 ans après, nous sommes encore là aux côtés des familles des victimes. Nous sommes encore là en lutte pour un logement digne pour toutes et tous. Pour ça, je vous remercie infiniment et je vais vous appeler à faire de ce combat le vôtre. Parce que ce qui a été obtenu, toutes les victoires pour le logement qui ont été obtenues à Marseille, elles ont été avant tout celles des dizaines de milliers de personnes qui sont mobilisées dans l'auto-organisation, dans l'unité, autour des personnes délogées. En 2019, nous avions écrit ensemble, toutes et tous, une charte du relogement. Avec des experts militants, des architectes, des urbanistes, des avocats, nous avons construit les politiques publiques. À un moment donné où la mairie, les élus étaient totalement défaillants. Nous avons pris en charge l'ensemble de ce que les pouvoirs publics auraient dû faire jusqu'à écrire les politiques publiques. Nous avons obtenu le lancement d'un projet de rénovation du centre-ville. Et je l'ai relu il y a 2 semaines, ce projet. Il prévoyait 10 000 logements à sortir de l'indignité dans le centre-ville d'ici 2029. Aujourd'hui, il y a 4 immeubles où les travaux vont démarrer. Il y a un problème aujourd'hui, c'est que ces victoires-là qu'on a obtenues, il va falloir les défendre. Il va falloir se souder, il va falloir recommencer à créer des collectifs militants. Il va falloir obtenir de nouvelles victoires et défendre celles existantes. Pendant les 6 semaines qui arrivent, les juges vont avoir à répondre à plusieurs questions. Comment ça se fait qu'un expert réintègre des habitants sans même surveiller les fondations? Comment est-ce qu'un bailleur social, un syndic, se passe la balle pendant des années
laissant les alertes des habitants ignorées, laissées pour compte. Comment ça se fait qu'une municipalité ignore les signalements de dizaines de milliers de personnes dans une ville pendant autant d'années? Toutes ces questions-là, c'est pas seulement des réponses à donner aux familles des victimes et aux Marseillais et aux Marseillaises. C'est les réponses que tous les mal logés de France attendent. C'est les réponses que tous les mal logés d'Europe attendent. Il y a 100 000 personnes qui meurent chaque année en Europe de l'insalubrité à petit feu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis la maman de Julien. On est proche, enfin, du procès. Avant tout, merci. Merci de tout cœur d'avoir été dès le début avec nous. Les autorités ne l'étaient pas, mais heureusement, vous étiez là. Marseille m'a démontré, et aux autres familles, c'est ce que c'est d'avoir un cœur. C'est ce que c'est d'être solidaire. Là, enfin, le moment est arrivé. C'est pas un moment de revanche, non. C'est ce qu'on veut tout juste, c'est que la justice fasse son travail. Parce que mon fils Julien, Simona et les autres victimes, ils ne demandaient rien. Juste vivre tranquillement et surtout dignement. Parce qu'apparemment, pas tout le monde comprend qu'on a les droits de vivre et de vivre dignement. On en parle souvent, les droits des enfants, les droits des animaux, les droits. Et oui, on est sur cette terre, nous sommes des humains, alors je fais appel à vos cœurs, à votre humanité. J'espère que les personnes qui vont passer au procès, que ce soit les présumés coupables, que ce soit les témoins, que ce soit la presse, que ce soit les avocats, que ce soit les juges, tous ceux qui entendront et qui passeront par ce procès et qui regarderont à la télé ou entendront dans les radios parler de ça. S'il vous plaît, juste arrêtez-vous un instant et ouvrez vos cœurs. Parce que c'est du cœur et d'humanité qu'il s'agit.